bon, la vitesse de porte à porte, il faudrait aussi la baisser. Aux Pays-Bas, les garages sont rarement, dans les nouveaux quartiers, les garages ne sont pas dans les maisons, les garages pour les voitures, mais à côté, ou à l'entrée du quartier. Et bien ça change tout. Parce que s'il faut sortir de chez soi pour prendre la voiture, autant y aller à vélo. C'est plus simple. Donc la voiture elle est plus réservée aux Pays-Bas aux longues distances que aux... cela dit, ils sont très motorisés quand même. Hein. C'est un autre débat. Alors, donc, vitesse de porte à porte, il faut compliquer la circulation et le stationnement, ou le tarifer. Évidemment, la solution des économistes, tarifer, on peut tarifer le stationnement, on peut aussi tarifer la circulation avec le péage urbain. Mais si vous rendez plus difficile les déplacements lointains, alors il est fondamental de revoir l'urbanisme, c'est-à-dire de recréer de la proximité, de recréer un urbanisme dense et mixte, une ville des courtes distances, une ville du quart d'heure, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, cet urbanisme dense et mixte est nécessaire. Donc, vous voyez, avant, je disais, je ne sais pas si vous avez vu, la ville des courtes distances, c'est un palliatif. C'est un palliatif si c'est tout seul. Si vous croyez que ça suffit pour que les gens aillent moins loin, c'est certainement faux. En revanche, ça doit accompagner une baisse des vitesses. Autrement dit, c'est une mesure nécessaire mais pas suffisante. C'est un problème de logique. Réduire la demande, c'est aussi réduire le volume de circulation. Donc, par exemple, redistribuer l'espace de voirie, réduire le nombre de files de circulation, réduire ou tarifer les places de parking, et pour ça, et pour évidemment reconquérir les espaces publics. Donc Limoges a commencé, au tout début, hein, quelques petites places ont été libérées du stationnement. Bon, encore de la marge, hein, ils avaient du potentiel, comme ils disaient. C'est plus qui, là. Il y a du potentiel, disons. Alors, voilà, Limoges, mais enfin, la ville a commencé à s'engager vers une redistribution de l'espace public. Promouvoir les modes de déplacement plus vertueux, hein, c'est après le deuxième type, là. En fait, il faudrait repenser toute la hiérarchie des modes de déplacement et remettre en avant la marche, en un, puis deux, le vélo. Donc c'est pas le vélo en premier, hein, c'est la marche en premier. C'est le mode le plus vertueux, sans aucun doute. C'est le mode le plus urbain, le plus convivial, le plus démocratique, le plus accessible à tous. Enfin, voilà, c'est la marche, bien entendu. Puis le vélo, puis les transports publics. Donc pas les transports publics en premier. Les transports publics arrivent en troisième. Puis la voiture, on peut intercaler les livraisons. La voiture, en fait, voilà. Et cette nouvelle hiérarchie des modes de déplacement, elle est en débat dans plein d'endroits dans le monde en ce moment. Ça, c'est à Mexico. J'ai pris ce schéma, si vous voyez, c'est en espagnol, là, avec des termes. C'est en débat à Mexico, c'est déjà pas mal appliqué en Belgique, notamment en Flandre. Et puis la région bruxelloise et la région wallonne ont suivi aux dernières élections de 2018. Il y a ça dans leur programme et ils essaient désormais de l'appliquer. Enfin, c'est vraiment intéressant, comme ça. On en reparlera sans doute. C'est aussi promouvoir des véhicules intermédiaires. Alors, pour vous, c'est assez nouveau. Alors, le terme, je pense que vous ne le connaissez pas, parce que c'est simple, c'est moi qui l'ai inventé, enfin pas tout à fait, j'ai repris ça d'un collègue. Je vais donner plus de consistance, et puis on travaille ensemble avec ce collègue-là, à essayer de donner de la consistance à ce concept. En fait, c'est tout ce qui est intermédiaire entre le vélo classique et la voiture classique, qu'elle soit thermique, électrique, hybride, vous voyez, à hydrogène, tout ce que vous voulez. Mais en fait, il y a plein de véhicules, mais en fait, il y en a des milliers. Je n'exagère absolument pas. Si vous commencez à vous intéresser à ce type de véhicule, si vous cherchez sur Internet, vous verrez, c'est incroyable. Toutes les écoles d'ingénieurs du monde entier
que ce soit en mécanique ou en électrique, phosphore aujourd'hui sur les véhicules de demain, se rend bien compte qu'un véhicule d'une tonne 3 qui déplace surtout sa propre masse, c'est débile. Enfin, disons, ça questionne, pour parler de façon plus châtiée. Et qu'il faut peut-être essayer de passer à autre chose. Et c'est fascinant de découvrir, vous voyez, donc ça c'est un tout petit aperçu de ces véhicules. Et ils ont des noms, alors, il y a les vélos spéciaux, ça vous connaissez, le biporteur, le triporteur, vous connaissez, le vélo pliant aussi. Le vélo mobile, je ne suis pas sûr. On m'a fait visiter dans une école d'ingénieurs de Limoges, là, ils travaillent sur des vélos mobiles pour le défi, comment il s'appelle ce défi? Le Shell Eco-Marathon. Shell Eco-Marathon. Eco-Marathon, Shell Eco-Marathon. Donc, vous avez compris, c'est sponsorisé par Shell. Mais c'est quand même très intéressant, quoi. Ça permet de faire des véhicules tout à fait étonnants, beaucoup moins lourds, très profilés, très aérodynamiques, extrêmement efficaces. Bon. Vous voyez, je ne peux pas tout dire. Vous voyez apparaître là en bas à gauche, il y a l'ami de Citroën, là, qui est une voiturette électrique, l'une des toutes premières, et elle a un assez gros succès, sauf que elle a un succès auprès des ados qui ne rêvent que d'une chose, c'est d'accéder à la voiture classique. Donc, vous voyez, il y a des effets pervers aussi. Enfin bref, je ne peux pas tout détailler. Et promouvoir des modes de déplacement plus vertueux, ce serait aussi de se dire que finalement, le bonus-malus, vous savez, il y a un bonus-malus sur les voitures neuves. Aujourd'hui, on donne un bonus aux petites voitures et un malus aux grosses voitures, sur le critère des émissions de gaz à effet de serre. Puis on se rend compte qu'il faudrait peut-être plutôt prendre le critère du poids. Bon, donc on a introduit une partie en poids dernièrement. Enfin, très modestement, puisqu'il y a un malus uniquement sur les voitures de plus de 1,8 tonne. Ça ne pratiquement pas les voitures françaises. Bon. Et que les voitures allemandes. Bon. Donc, bref, bonus-malus sur les voitures, non. Si on comprend qu'il y a tout un spectre de véhicules et même de modes de déplacement, du piéton jusqu'à la voiture lourde, eh ben, le bonus-malus, il devrait s'exercer sur tout l'éventail de la mobilité, bien sûr, de la mobilité individuelle. Et là, donc c'est une idée que j'ai émise avec un collègue, là, Aurélien Bigot, et on attend que ça infuse, mais pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Augmenter le taux d'occupation des modes de déplacement. Alors, il y a deux façons de faire. Mieux remplir les véhicules actuels, le covoiturage, ça on le connaît, les transports collectifs. Comment mieux remplir les transports collectifs? Il y a une solution qu'on n'a pas encore explorée en France, mais qui existe massivement dans les pays en voie de développement, c'est que les transports publics pourraient ne partir que quand ils sont pleins. Ah ouais. Donc ça laisse rêveur, on se dit, ah bon, mais ça veut dire qu'ils ne partiraient pas à une heure précise? Ben oui. Mais s'ils sont nombreux, fréquents sur une liaison, donc par exemple, on pourrait faire ça sur Paris-Lille, il y a vraiment un gros flux, et d'ailleurs ça se fait. C'est-à-dire vous avez des gens qui font exprès le voyage Paris-Lille en voiture et qui attendent à 8h du matin à la porte de la chapelle que des covoitureurs se présentent et remplissent son véhicule. Et quand il y a 4 covoitureurs plus le conducteur, 5 personnes dans le véhicule, eh ben, la voiture s'en va, et seulement quand la voiture est pleine. Et ça devient rentable de faire ça pour pas très rentable, mais ça devient rentable pour le conducteur. C'est pas belle la vie. Bon, donc évidemment, c'est des solutions un peu étranges, hein, mais bon. Et puis, il y a concevoir des véhicules mieux adaptés aux besoins. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un véhicule 4 places ou 5 places, alors que la plupart du temps, pratiquement tout le temps, on l'utilise seulement pour une personne, ou 2 maxi, bah, autant faire des véhicules à 1 ou 2 places. Améliorer l'efficacité énergétique, j'ai presque fini. Concevoir des véhicules donc bien moins lourds, hein, ça c'est, on retrouve nos véhicules intermédiaires.
concevoir des véhicules beaucoup moins lourds que les voitures, c'est-à-dire au lieu que ça fasse 1 tonne 3, ben, que ça fasse par exemple 50 kg, 100 kg, 200 kg, peut-être moins de 500 kg en tout cas. Et si on fait ça, on renonce à beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. On renonce à du confort, on renonce à de la vitesse, on renonce à pas mal de choses. Mais est-ce que c'est grave? Bon, pas forcément. Est-ce qu'on a absolument besoin, par exemple, d'un autoradio aujourd'hui, alors qu'on a des portables qui peuvent tout à fait suffire pour avoir de la musique? Donc, etc. On peut prendre chaque service rendu par les voitures modernes actuelles et se demander dans quelle mesure on a besoin de tout ça. Et est-ce que, jusqu'où? Donc ça veut dire un travail sur les besoins, sur qu'est-ce qu'on veut comme société, quoi. Est-ce qu'on veut une sophistication sans cesse plus grande des véhicules, ou bien est-ce qu'à un moment, on peut se dire, bon, voilà, là on a à peu près ce qu'il faut, ça suffit, quoi. Pour les 20 km que j'ai à faire pour aller au boulot, est-ce que j'ai besoin de tout ça? En revanche, peut-être que j'ai besoin de m'activer. Est-ce que je suis devant mon écran toute la journée? Tiens, pourquoi pas mettre des pédales dans ce véhicule? Alors que le vélo, ça peut suffire largement, évidemment, pour des distances. D'ailleurs, je me rappelle autrefois, il y a 30 ans, on était 3 km. On n'arrivait pas à imaginer faire plus de 3 km à vélo. Après, c'est passé à 5 km. Aujourd'hui, les gens admettent qu'on peut faire 8 km à vélo, avec un vélo normal. Hein. C'est sûr, on n'en meurt pas. Hein. Et puis, même un peu plus. D'ailleurs, donc je ne sais pas où est la limite, mais enfin, elle existe, hein, la limite. Hein. Il y a une limite physiologique, mais qui dépend de chacun. Bon. Avec un VAE, on double à peu près les distances. Un vélo à assistance électrique. On double à peu près les distances. Okay, donc ça veut dire qu'avec un VAE, on peut déjà faire 15, 20 km. 15 km, c'est déjà la moitié des déplacements domicile-travail d'aujourd'hui qu'on peut déjà faire avec des VAE. Sans changer encore, sans faire un urbanisme dense et mixte. Hein. Juste avec les déplacements existants et un VAE. Si on prend alors donc les véhicules intermédiaires, on peut aller bien plus loin encore. C'est-à-dire c'est l'essentiel en fait des déplacements actuels, sans même changer la localisation, hein, des activités ou des logements, qui serait possible avec ces modes. Donc là, bien moins rapide, bon, il y a 50 km/h. Donc déjà qu'on se traîne sur les routes à 80 heures. Donc, voilà, donc à 50 km/h, l'ami de Citroën, vous savez, cette petite voiture grise là, qu'on a vue avant, là, il est ici, là en bas, là, ce truc-là, bon, ça va à 45 à l'heure. Avec ça, on fait beaucoup de choses déjà, vraiment. Alors oui, plus aérodynamique, là, on peut faire les... Enfin bref, l'aérodynamisme c'est très important, dès qu'on dépasse 20-25 à l'heure, tous ceux qui font du vélo savent que le vent est un obstacle au moins aussi terrible que les pentes, hein, ça a exactement le même impact. Voilà, oui. Et puis améliorer l'intensité carbone, le passage à l'électrique c'est bénéfique si l'énergie utilisée pour produire l'électricité est verte, j'y reviens pas. Bon, ben, j'ai à peu près fini. Donc, quel mode de déplacement utiliser demain? Donc, c'est clair que là, j'essaie de faire un petit schéma qui montre que selon la distance et la capacité de transport, on peut avoir des modes de déplacement quand même assez différents. Que donc, il faudrait renoncer. Il faudrait renoncer à la polyvalence de la voiture. En fait, ce qui fait l'attrait de la voiture aujourd'hui, c'est le fait qu'elle sert à tous. C'est une sorte de couteau suisse de la mobilité. Elle peut servir à transporter les enfants pour aller en vacances, avec un coffre bourré de bagages, des sacs de pommes de terre, enfin je sais pas, tout ce que vous voulez. Tout un bazar pour bricoler, enfin que sais-je. Bon. Donc c'est très attrayant. Bon.
Donc il faudrait renoncer à ce côté polyvalent. Ça veut dire que par exemple pour partir en vacances, ben, on ne partirait plus forcément en voiture, ou alors en voiture louée. Mais si les voitures servent essentiellement pour partir en vacances, on aura un problème d'utilisation de ces voitures. Elles risquent de peut-être pas très utilisées. Il faudra inventer des vacances autrement, hein, je ne vous le cache pas. Bon, ceux qui ont essayé les vacances à vélo savent que ça peut être très plaisant. Bon, en même temps, oui, c'est des contraintes. Enfin, faudra inventer tout ça. Hein. Et toute cette vie nouvelle, c'est pas forcément la cata, quoi. C'est pas forcément une régression. Je vous assure que des vacances à vélo en famille, ben, je connais plein de gens qui l'ont fait. Je ne vous cache pas que j'en fais partie. Ben, c'est plutôt stimulant, je trouve. Enfin, je n'ai pas l'impression de régresser. Bien. Donc, pour le transport de personnes nombreuses, je sais pas, par exemple, les transports publics sont à développer, bien entendu, pour les longues distances, ils ont un potentiel encore énorme. Si on veut bien leur donner une fréquence, une qualité de service qui le permettent. Donc bref, la conclusion, c'est que je défends la cohérence des politiques de déplacement. En fait, vous avez compris, ce qu'il faut, c'est à la fois carotte et bâton. Donc, pour le dire simplement, je ne vais pas écrire comme ça, mais modérer la circulation automobile, c'est le bâton. En fait, la voiture, elle est toujours contrainte. Elle est contrainte par plein de choses. Par les places de stationnement, par les réparations. Enfin, la voiture, c'est un univers de contraintes, comme toute la mobilité d'ailleurs. Donc dire que la voiture, c'est que la liberté, c'est un peu court, quoi, quand même, non ? C'est un univers de contraintes, donc modérer la circulation, c'est pas soudain atteindre la liberté des gens, c'est pas une atteinte à la liberté, c'est juste rappeler aux gens que la voiture pose problème. Donc il y a un diagnostic à rappeler sans arrêt, à faire sérieusement, à rappeler pour dire on va vers moins de voitures. Ce sera bon pour la planète, pour les gens aussi, qui seront plus actifs, par exemple, dans leurs déplacements. Et donc, il faut expliquer pourquoi la voiture pose problème, et donc c'est ça, c'est pas un objectif qui se discute. Ce qui se discute, c'est le rythme. À quel rythme on y va, et comment on y va. Donc, par exemple, quelle solution de remplacement on trouve. Comment remettre de la proximité dans nos déplacements, etc. En fait, il y a beaucoup de choses à négocier dans la concertation. Et pas seulement, de la contrainte. En fait, il y a des tas de choses à inventer, et c'est très stimulant, ça. Donc, oui, il y a de la contrainte, je ne le cache pas. Hein. En fait, il n'y a pas d'incitation sans contrainte. On ne peut pas inciter à autre chose sans en même temps contraindre. Ça, c'est un problème de méthode encore qu'on peut démontrer assez facilement, mais voilà, donc tous ceux qui croient qu'on peut faire de l'écologie, il ne faut pas faire d'écologie punitive, hein, l'expression, donc on pourrait faire une écologie qui soit sans contrainte, c'est faux, hein, c'est tout à fait faux. Bon, j'ai déjà beaucoup trop parlé, je suis désolé, je vous laisse la parole, je vous remercie de m'avoir écouté et passe au débat. Merci Monsieur Laurent pour cette présentation et tous ces éléments. On a une bonne vingtaine de minutes pour des questions. Encore, je peux faire passer le micro dans la salle. Merci. Moi, je voudrais tout simplement vous remercier d'exister. Parce que véritablement, vous renouvelez le débat, en tout cas tel que moi je le percevais. Donc, chapeau. Et puis, comme je suis universitaire, je n'ignore pas les difficultés de financement des recherches. Je suppose que les entreprises ne vous sautent pas dessus pour vous financer à partir du discours que vous tenez là. Mais peut-être je me trompe, peut-être que vous arrivez quand même à avoir des financements.
Je voulais vous poser une question. Vous avez fait allusion à l'autoroute A147 en projet. Et je vous rejoins tout à fait pour dire que c'est une aberration. Je suis un tout petit peu surpris de ne pas voir davantage de personnes impliquées dans la concertation qui a lieu actuellement et qui se finira le 20 mars. Puisque dans les personnes impliquées, je crois qu'il y en a très peu de présentes ce soir, c'est dommage. Et c'est peut-être que la publicité n'a pas été suffisante sur cette conférence, en tout cas dans les milieux, soit pro, soit anti-autoroute, parce que je crois que tout le monde serait venu. La question que je voulais vous poser, c'est un peu égoïste. Demain, je vais être confronté à la faculté des lettres, c'est à 16h, au président de la Chambre de commerce. Moi, je n'y suis pas en tant qu'universitaire, j'y suis en tant que représentant de la coordination des riverains et impactés, qui avait fait annuler le projet de LGV, le Conseil d'État en 2016, et qui aujourd'hui s'oppose à ce projet d'autoroute. L'une des questions qui sera centrale, ce sera quelle vision avez-vous des déplacements dans l'avenir entre Limoges et Poitiers? Ça sera aussi bête que ça. Vous venez de nous fournir pas mal d'éléments de réponse, mais vous qui êtes spécialiste de la question, que répondriez-vous de manière très synthétique, parce que j'aurai très peu de temps pour l'exprimer, en 3 phrases, que diriez-vous? Je réponds tout de suite, si vous voulez. Ça serait mieux. Alors, oui, pour le financement de la recherche, c'est une question très intéressante, parce que il y a eu longtemps un programme national de financement de la recherche sur les transports terrestres, le PREDIT, et qui a été arrêté en 2012. Et maintenant, c'est remplacé par l'ANR, Agence nationale de la recherche, qui comprend beaucoup moins bien les problématiques de transport, malheureusement, et qui surtout nous laisse avec beaucoup moins de financement, et donc aux mains du privé. Donc en clair, très simple, si vous voulez travailler sur la voiture électrique, on vous dit, demandez à Renault un cofinancement, quoi. Mais vous ne pouvez pas critiquer la voiture électrique si vous êtes financé par Renault. Donc ça veut dire que donc c'est grave, cette question est absolument grave. Il y a de moins en moins de financement non lié au privé, et donc la recherche est peu à peu bâillonnée, pour le dire clairement. Alors, moi je cherche plus de financement parce que je suis proche de la retraite et que donc je valorise là tout ce que je sais, j'en profite pour publier et faire des conférences, mais voilà. Deuxième question, alors là, la 147, entre Limoges et Poitiers, ce qui est toujours mis en avant, ce qui est mis en avant dans le dossier, donc que j'ai lu, pas bien épais, hein, c'est plutôt succinct, mais on nous dit que ça va accélérer, je crois, c'était le terme, accélérer les relations entre les deux villes, et donc favoriser l'activité. Mais ils savent que c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils le disent en même temps, juste dans le paragraphe d'avant, ils disent qu'on sait qu'il ne suffit pas de faire des routes pour que, spontanément, il y ait plus d'activité économique. Par exemple, avec l'A75, qui traverse tout le Massif central, on a regardé très précisément, l'une des dernières recherches du PREDIT, donc vers 2008 par là, on a regardé très précisément l'impact de cette autoroute sur l'activité économique. On n'a rien trouvé. On n'a trouvé que du déplacement d'activité, c'est-à-dire les entreprises qui étaient à 50 km de l'autoroute se sont rapprochées de l'autoroute. Donc ça a vidé les territoires lointains, les territoires éloignés de l'autoroute, et ça a dynamisé les territoires proches de l'autoroute. Mais c'est tout. C'est un jeu à somme nulle.
Et donc, on le sait, on sait que cette autoroute ne va pas comme ça spontanément créer de l'activité. Ce n'est que si d'autres mesures, qu'on pourrait d'ailleurs prendre évidemment sans autoroute, d'autres mesures pour stimuler l'activité sont prises. Un autre exemple, c'est le plateau de Saclay. Il n'y a pas plus difficile d'accès que le plateau de Saclay, pourtant il y a une concentration de cerveau là, d'écoles de haut niveau. Il y a HEC, Polytechnique, je ne sais plus, Supélec, enfin, des écoles prestigieuses, avec tout un vivier d'entreprises autour, tout ça dans un lieu très mal desservi. Donc, je veux dire, on peut très bien faire de l'activité. En Finlande, la Finlande s'en tire très bien, mais ils sont complètement excentrés par rapport à l'Europe. Donc, je veux dire, c'est faux de dire que le transport crée de l'activité. C'est complètement faux. Et ça a été démontré, il y a plein d'exemples qui montrent que c'est faux. Bon. Donc, ça ne va rien changer. Qu'il y ait l'autoroute ou pas, Limoges et Poitiers peuvent très bien se développer sans autoroute. En revanche, bon, après, il faudrait rentrer dans ce qu'il faut faire pour développer ces deux villes, mais là, ça sort du sujet. Alors, j'avais une question à poser concernant une des toutes premières diapos, parce que vous dites que le nombre de kilomètres parcourus a été multiplié par 5, que le temps est toujours de 1 heure à peu près pour la voiture, enfin pour les déplacements, et que la vitesse a été multipliée par 2,5. Alors entre 2,5 et 5, il y a une différence de moitié. Alors il y a certainement une explication par l'augmentation de la population, mais qui n'est que de 56%, et non pas de 100% pour arriver à un compte juste. Alors est-ce que, je pense que ça vient des premières lignes, je pense que vous avez une explication. Bon, vous voulez que je réponde à ça? J'ai pas... Oui, c'est vrai que c'est pas parfaitement cohérent, je suis d'accord. C'est pas parfaitement cohérent. Prenez bien le micro pour répondre. Oui, pardon. Ce n'est pas parfaitement cohérent, mes chiffres, il faudrait regarder précisément ce qu'il en est. J'ai repris des éléments d'explication. Je pense que... Bon, ouais, il faudrait regarder le détail. Rien ne vous a échappé, hein, je vois. C'est attentif. Et c'est vrai qu'il y a un problème de cohérence qu'il faudrait que je regarde de près pour que tout soit nickel. Voilà. Donc en plus, j'ai pris des horizons, c'est à peu près 60 ans chaque fois quand même. C'est pas... Vous avez raison, il faut regarder. De toute façon, le but, c'est pas d'avoir une démonstration parfaite de ce sujet, c'est simplement de donner des ordres de grandeur, qui sont peut-être discutables, des ordres de grandeur pour cela. Oui. Merci de me faire remarquer. Je l'avais vu en passant, je me souviens, je me suis dit, voilà, c'est pas tout à fait cohérent. Je me suis dit, pourvu qu'il ne le voit pas, mais bon. Bonsoir, merci de cette présentation qui éclaire vraiment les enjeux et poser le diagnostic, c'est vrai que c'est très essentiel. Alors moi j'ai des dizaines de questions à vous poser. Pardon, je vais faire court. Une question pareille pour rebondir sur une valeur qui m'a un peu surprise. Vous parliez de 65 mètres carrés pour le stationnement des véhicules, ce qui fait à peu près une place pour 3 places de véhicules, ce qui fait une place de 20 mètres carrés par véhicule. Or, en ordre de grandeur, une place de parking, c'est 2 fois 5.